Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants aujourd'hui, Vladimir Fedorovski, historien, essayiste, ancien diplomate, Aline Lebaille-Kremer, l'association Stand with Ukraine, Michel Taubman, que nous entendons de Politique internationale. Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On commence avec vous parce que vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître et dont on va parler. Nicolas II, Lénine, le roman d'une révolution. On va commencer par là, mais je rassure nos auditeurs, vous allez réagir à l'actualité aussi. Dans ce livre, vous montrez les ressorts cachés de la révolution d'octobre. Vous racontez le départ du tsar et la fin de la dynastie des Romanov. Ce récit, vous le faites à partir, si je ne me trompe pas, à partir de documents nouveaux, des documents nouveaux révélés par l'ouverture des archives. Bien sûr, c'est plus les travaux, les documents nouveaux, parce que il y a plusieurs niveaux de ce livre. Tout d'abord, ce livre, c'est la suite de mon best-seller. Vous m'avez reçu autrefois, il y a quelques mois, pour un livre qui est connu vraiment dans le monde entier, qui s'appelle Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. Et comme j'ai des origines ukrainiennes, mon père était un très grand héros ukrainien, dans le héros de la lutte contre les nazis, j'ai voulu continuer à faire ça. Le principe de ces deux livres, c'est très simple. Je donne les clés pour comprendre la situation actuelle. Je pense que les clés historiques sont très importantes parce qu'on assiste à une sorte de réincarnation dans les réalités des personnages derrière Poutine. Notamment Staline est très important en l'occurrence. Lénine est important pour comprendre la crise parce que Poutine dit que la crise ukrainienne est engendrée, imaginez-vous bien, par Lénine. Et ça, c'est les clés historiques sont importantes. Vous avez bien saisi qu'au-delà de ça, il y a la recherche historique, mais surtout, il y a mon fibre romanesque que j'ai utilisée. Alors, il y a une fibre... J'ai un ami très important, autrefois, qui était vraiment inventeur de la perestroïka, celui qui a tué vraiment le communisme. Yakovlev, il déclassifiait les archives, et comme j'étais à l'époque lié avec eux, il savait que je voudrais écrire, et il m'a donné les archives absolument époustouflantes sur les choses pointues. Par exemple, les vrais faux testaments de Lénine que tout le monde étudie, je prouve que c'est faux. Il y a le côté... Vous avez aussi une chose étrange, vous dites que Lénine lui-même était suivi par la police tsariste et entre autres révélations, vous faites un portrait de Raspoutine aussi, mais ça c'est pas nouveau chez vous, on trouve du Raspoutine à chaque livre, mais vous décrivez son rôle dans la chute du régime tsariste. Évidemment, il y a ça, mais au-delà de ça, je voudrais juste terminer une chose qui m'est chère. Parmi les choses nouvelles que je sors les lettres d'amour inédites d'une femme de la vie de Lénine qui s'appelait Inès Armande. Et c'est une dame assez extraordinaire, vous n'êtes pas étonné, parce qu'il y a la belle femme à côté de moi, que je fais ça, et ça c'est vraiment la grande histoire épistolaire. Et ça c'est côté historique. Deuxième côté, il y a le côté géopolitique dans ces livres. La géopolitique, moi je trouve qu'on vit maintenant le monde hyper dangereux. Vous savez, il y a deux écoles qui affrontent maintenant, rien que dans les médias mainstream, il y a deux écoles qui affrontent. Il y a les uns qui pensent que c'est une période qui n'est pas si dangereux que ça, que la menace nucléaire n'est pas notre... Alors on va en parler, parce que votre déclaration... Je vais terminer. Juste, vous savez, pour ma part, je pense qu'on vit un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Je peux vous prouver ça. Et ça, c'est côté géopolitique. Le monde de tous les dangers, je l'appelle.
Et dans ce livre, il y a les clés, donc historiques, avec ses révélations. Il y a le monde de tous les dangers que nous affrontons. C'est beaucoup plus grave que la guerre froide. Parce que pendant la guerre froide, moi j'ai participé personnellement j'ai travaillé avec Gorbatchev, et j'ai participé personnellement à une vingtaine des accords. Rien de ces accords n'existe plus, aucune espèce de fusible. Mais la preuve, quand j'ai parlé il y a une semaine avec quelqu'un qui a géré la crise de Cuba, il était le bras droit de McNamara, ministre de la Défense, secrétaire d'État à la Défense de Kennedy, et il m'a raconté en détail leur gestion de la crise. Il m'a dit une chose qui m'atterre. Il m'a dit, je méprise les gens d'aujourd'hui parce qu'ils gèrent la crise très très mal, d'après lui. Ça, c'est l'aspect géopolitique. Et après, dans la presse, tous les jours, on revient. Vous savez que je suis poutinologue patenté. Alors, vous êtes poutinologue, Vladimir Fedorovski, mais vous vous présentez toujours comme auteur russo-ukrainien. Bien sûr. Et c'est pas trop dur de se définir aujourd'hui comme russo-ukrainien? C'est une réalité. Je suis c'est dans mes veines. Mon père était un très grand Ukrainien, très très emblématique même. Et puis un grand héros de la guerre contre les nazis. Dans ma famille, il y a 11 personnes qui sont péries dans la lutte contre les nazis, dont 6 Ukrainiens. Alors, et d'autre part, il y a 5 Russes qui ont péri, alors j'assume complètement les deux. Vous comprenez? Et comme évidemment, je vis ces événements comme une très grande tragédie. Tragédie personnelle et tragédie d'ailleurs professionnelle. Néanmoins, vous êtes historien, mais vous êtes aussi témoin. Vous avez été diplomate proche de Mikhail Gorbatchev, vous venez de le rappeler il y a un instant, mais vous avez dit souvent que Poutine avait été marqué par Staline et par Gorbatchev. Vous avancez pas un peu dans la mesure, on a vu le peu d'empressement de Poutine à assister aux obsèques de Gorbatchev. Alors pour quelqu'un qui était proche de lui... D'ailleurs, c'est une gaffe de trop pour Poutine, parce que Poutine, il s'est placé comme une sorte de antithèse vraiment symbolique de Gorbatchev. C'était contre-productif. Et quand je parle des personnages historiques, il y a des thèses, comme Staline, l'homme le plus populaire aujourd'hui de la Russie, de loin. Toutes les époques confondues, il est plébiscité aujourd'hui par la Russie. D'ailleurs, je vous signale que l'alternative à Poutine, c'est pas du tout les gens policés, démocrates de mon époque. J'étais cofondateur de premier parti démocratique là-bas. Alors, c'est pas du tout ça. Ces gens-là, ils sont en perte de vitesse ou ils sont ailleurs. Mais c'est néo-stalinien. Alors, c'est vrai qu'il y a les thèses... Démocrate et néo-stalinien. Ça peut aller ensemble. Non, démocrate et néo-stalinien. Libéral et... Non, Poutine n'est pas libéral, vous rigolez. Je dis, Poutine, quand je parle de Gorbatchev, je dis que Poutine est antithèse de l'époque gorbatchevienne. D'ailleurs, une des raisons j'étais toujours critique envers lui, j'étais critique même quand les gens qui sont va-t-en-guerre, ont travaillé au KGB. J'étais toujours déjà critique de Poutine, vous comprenez? Et je vais vous dire, lui, il se prend pour continuateur humain de Staline. D'ailleurs, la gestion de la conduite de la guerre, ça se passe, il met en scène aussi Staline en quelque sorte. Parce que Staline, il a connu les revers, il a commis, comme Poutine, il a commis début de la guerre pitoyable, et maintenant il dit qu'il va se retrouver comme Staline autrefois, et il va renverser la situation. Tout ça, c'est pourquoi je raconte ça, parce que je pense que, d'ailleurs, dans le dernier livre, je vais encore plus loin. Je pense que, vous savez, ça doit être lu à plusieurs niveaux. Il faut lire tout d'abord ça comme un récit quasi romanesque,
qui se lit comme un roman policier, mais il faut lire ça aussi au deuxième niveau. C'est les parallèles avec la situation actuelle, avec l'échec de l'élite, avec le désir de vivre dans le mensonge, avec les erreurs de casting qui sautent aux yeux. Vous allumez les télévisions, vous voyez les erreurs de casting, et je raconte comment les erreurs de casting politique, comment les erreurs aussi géopolitiques peuvent amener les catastrophes. Alors, Et vous le connaissez bien, vous oui. connaissez bien Vladimir Poutine, il préside la Russie depuis 10 ans, et plus encore si on remonte à la première élection. Qu'est-ce qui le fait courir? Qu'est-ce qu'il y a derrière sa tête? Pourquoi décide-t-il un jour d'occuper un pays voisin qui ne lui a rien fait? Je voudrais vous dire, vous savez, c'est l'évolution, je analyse de Poutine comme un phénomène de société russe. Évidemment, je vais vous donner les clés personnelles, mais il y avait une évolution de la société russe qui était absolument significative. Si vous cliquez sur le mot Fedorovski, la rupture, et si vous relisez mes 6 ou 8 pages que j'ai publiées il y a une année dans le Figaro Magazine, vous serez étonné jusqu'à quel point dans les détails j'ai prévu les événements qui se sont passés. Parce qu'il y avait une évolution de la société russe qui saute aux yeux. À l'époque de Gorbatchev, 80% des Russes ont été pro-occidentaux. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Et ça, les sondages c'est pas bidon. Mais je témoigne que vous avez souvent eu cette analyse quand vous veniez ici et quand l'Ukraine n'avait pas encore été occupée. C'est vrai. Évidemment. Mais cela va sans dire que je suis bouleversé plus que vous, parce que c'est les régions où se passe la guerre. C'est la région de mon père, c'est la région de mon enfance. Vous comprenez? Mais quand j'analyse ça, je vais vous dire, pour que vous me compreniez, je fais l'abstraction de 2 choses. Je fais l'abstraction de mes sentiments et bouleversements personnels, de ma tragédie personnelle. Je ne dors pas la nuit. Et deuxième élément, quand j'étais diplomate, et je crois bien que j'étais diplomate quand même assez pointu, je me retenais toujours pour ne pas prendre ses désirs pour la réalité. Vous comprenez, il y a un phénomène qui me perturbe aujourd'hui, ça concerne Poutine et ça concerne l'Occident, quand les gens, vous savez, mélangent la propagande et la politique réelle. Pendant la guerre froide, il y avait la propagande. C'était d'un côté, j'ai parlé de ça avec les grands de cette époque, Kissinger par exemple. Il m'a donné raison. La propagande c'était une chose, la politique réelle c'était une autre. Et dans la politique réelle, les gens, aujourd'hui, il y a le mélange de genres terrible. Et je pense que pour analyser cette situation, je considère comme vraiment, je vous dis, le moment peut-être le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Et c'est pas pour vous faire peur, du tout, du tout. Vous savez, j'aurais tellement aimé de vous faire plaisir. Mais comme j'ai une certaine expérience de gestion de la crise, et comme mes analyses sont partagées par Kissinger, par Jeffrey Sachs aux États-Unis, je me cite seulement par Sarkozy, en partie par même Macron, par Védrine, par Raffarin, et je peux vous citer la liste des gens, Guénaud avec ses articles, etc. Mais vous comprenez, simplement, je dis que... Alors, vous dites les choses, mais quand vous dites votre déclaration sur la menace nucléaire que vous prenez, vous, au sérieux, a suscité, vous le savez, des polémiques. Est-ce que vous ne poussez pas un peu le bouchon en disant Poutine est un psychorigide qui ne recule jamais? Vous savez, j'ai mené des enquêtes sur lui. J'ai aucune espèce d'a priori, je vous dis, j'étais toujours critique envers lui, j'ai mené les enquêtes. Je vous donne des clés pour comprendre le personnage. Par exemple, ce côté psychorigide remonte à son enfance. Quand j'écrivais ce livre, j'ai vu le plus grand mafieux de Saint-Pétersbourg, de Leningrad autrefois. Et Poutine, de son enfance, c'est un enfant quasi abandonné dans les quartiers défavorisés à Saint-Pétersbourg. Il était formé psychologiquement
par ces gens-là. Je pense que c'est plus fort que lui. Parfois, c'est contre-productif. Mais vous savez, c'est les règles non écrites, mais absolument certaines. Par exemple, il me disait, ce parrain, ça me rappelait un tout petit peu le film, Le Parrain. Parce que j'étais dans un grand hôtel de Saint-Pétersbourg, ce grand personnage, un vieux, et je lui dis, mais quelles sont les règles? Allez jusqu'au bout, ne reculez jamais. Si la bataille est inévitable, attaquez le premier. Vous comprenez? C'est ça, quand j'appelle psychorigide, c'est cette formation-là que je donne et j'essaie de... Encore une fois, je ne suis pas juge. J'essaie de donner, c'est pas... Vous comprenez? Arrêtons ça. Parce que les gens qui veulent polémiquer autour de ça, je vais vous dire, ils ont peur que la vérité peut être nuisive à la lutte des Ukrainiens. Je tiens à vous dire que j'ai soutenu la lutte des Ukrainiens avant tout le monde, Maïdan, etc. Et c'est pas le problème, mais je crains que si on invente les choses, si on vit dans le monde imaginaire, on va faire des erreurs capitales, pour analyser cette situation. Donc, alors, premier Poutine, ça. Deuxième Poutine, que très important, c'est Poutine qui était sauvé. Vous savez, j'ai vu son coach, c'est pas le mot, entraîneur de judo. Cet entraîneur de judo a pris un garçon, c'était un garçon qui se battait complètement ensanglanté de 13 ans, qui se battait contre 4 personnes. 4 personnes. Et qui ne reculait pas, qui ne recule jamais. Il a pris ce garçon par la main, et il l'a amené dans le salle de judo, et Poutine, il est devenu un très grand judoka, un personnage vraiment, il était même membre de l'équipe olympique. Et judo, le sport, c'est une autre façon de comprendre le personnage. Vous comprenez? Parce que, par exemple, le judoka, il utilise la force de l'adversaire pour le basculer. Alors, moi, je vais terminer, juste un mot. Vous comprenez? Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais perturbé, même je ne comprenais pas. Pourquoi Poutine, les Russes ne font rien pour la propagande en Occident. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils font énormément. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Évidemment, pour l'Occident, ils sont complètement nuls. Zéro. Ah, ils sont nuls, mais vous ne le dites pas. Non, vous dites, ils ne font rien. Pour l'Occident, pratiquement rien. Moi, je vous dis, mais je vous assure. Non, pardon. Alors, Aline. Non, ma chère. Ou alors, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce que vous pouvez repréciser votre propos sur la propagande? Je vais vous dire, ils sont concentrés sur la propagande à l'intérieur du pays. Ils investissent des milliards de propagande en direction de la France, de l'Italie, de l'Allemagne. Ça, c'est pour l'Europe. Ils investissent des milliards pour le Royaume-Uni. C'est documenté par à peu près tous les services de renseignement européens, américains et anglais. Donc ça, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Après, la question, c'est peut-être est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? C'est une autre question. Mais on ne peut pas dire... Non, attendez. Vous remontez à la période quand il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Ah non. Il y a même eu non. Ils ont réinjecté des milliards cet été. On le sait très bien, on le sent très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et de gens qui sont payés actuellement sur la planète pour amener le discours russe là où le Kremlin décide qu'il faut qu'il soit. Vous citez qui exactement? Les services de renseignement, je le redis, je viens de les citer. Attendez, les services de renseignement, je vais vous dire une chose. Monsieur Berlusconi a reçu hier 20 bouteilles de champagne. Le Berlusconi, oui. Ça, je vous accorde. Mais il y a un problème. Et il y a suffisamment de journalistes aussi qui ont documenté, par exemple, les usines à troll pour couvrir des gens qui sont payés en Afrique, qui sont payés en Amérique du Sud pour émettre la propagande russe sur les réseaux sociaux. Ces gens-là sont payés par le Kremlin. Il y a une usine. De l'Europe. Je vous accorde ça, mais simplement j'ai senti c'est pas me l'accorder, ce sont des faits documentés par tous les journalistes sérieux de la planète, les services de renseignement, la Commission européenne, le Parlement européen et plusieurs institutions politiques. Ce sont des faits. Bien sûr. Mais c'est pas un avis, c'est ce que je vous dis, que la proportion n'est pas les mêmes, n'est-ce pas?
La proportion, c'est complètement... complètement différente. Ça n'a rien à voir. Et je vous signale, où nous sommes d'accord, j'espère, que leur efficacité à l'étranger, c'est une efficacité qui voisine zéro. En revanche, leur efficacité c'est autre chose. À l'intérieur, c'est une autre chose. D'accord. Il y a un épilogue. Merci, nous sommes d'accord alors. Non, mais non, on n'est pas d'accord. Mais alors nous sommes d'accord. Merci beaucoup. On reviendra avec vous dans un instant, Aline, sur la situation aujourd'hui en Ukraine. Mais encore un point, Vladimir Fedorovski. Il y a un épilogue dans votre livre sur Poutine et l'héritage de Lénine. Oui. Et c'est vrai que les Russes en Ukraine saccagent, vous ne pouvez pas le nier ça, les monuments qui évoquent l'Holodomor, le massacre des millions de paysans dans votre pays, l'Ukraine, bien sûr. Et en revanche, ils rétablissent les monuments à la gloire de Lénine. À la gloire de Lénine, bien sûr. Il y a vous savez, je vais vous dire, le problème là-dedans, c'est le suivant, que la Russie actuelle associe la période soviétique avec leur action d'aujourd'hui. D'où vient mon livre, quand je raconte la création de l'Union soviétique. Au fait, vous savez, il ne faut pas me convaincre à ça, parce que c'est moi qui a déboulonné les statuts soviétiques autrefois, quand j'étais porte-parole des antiputschistes, et quand on a réussi par miracle... Mais ils les rétablissent en Ukraine. Physiquement. C'est pour ça que... Simplement, je vous rappelle mon histoire, pour que vous me situez mieux, et il ne faut pas dire que je ne suis pas choqué par ce genre de procédé, cela va sans dire. Alors, on va marquer une pause et le 4 quarts politique de la semaine revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros Vladimir Fedorovski, Aline Lebaille-Kremer et Michel Taubman. Alors, Aline Lebaille-Kremer, vous avez entendu comme moi les propos de Vladimir Fedorovski. On va faire quand même un point sur ce qui domine la semaine en Ukraine aujourd'hui. C'est Poutine qui impose la loi martiale dans les territoires annexés. C'est la représentante spéciale, vous avez sûrement suivi ça, de l'ONU sur les violences sexuelles en période de conflit, qui affirme que le viol en Ukraine est bel et bien une arme de guerre, et encore ceci, ces crimes ne sont pas des dommages collatéraux, mais une tactique délibérée. Évidemment, les Russes s'en défendent. Les Russes se défendent à peu près tous les crimes qu'ils commettent depuis des décennies. Donc là-dessus, il y a pas d'actualité. Ce qui est tombé également, c'est des conclusions d'Human Rights Watch sur à la base de centaines de témoignages dans les zones occupées qui donnent un spectre d'abus horribles, de violence, de brutalité et de torture qui, selon les témoignages, en fait, se répètent et seraient également aussi comme la stratégie de viol comme arme militaire, mais ce sont les mêmes modes opératoires de torture qu'on retrouve dans différents territoires occupés, qui signent aussi une volonté derrière politique de stratégie de la terreur, c'est-à-dire finalement ce que les ONG et les Ukrainiens disent depuis des mois, mais là qui est documenté par Human Rights Watch, qui est quand même une institution en matière de droits humains. On sait en effet que la loi martiale a été décrétée et s'applique depuis jeudi. Alors que la loi martiale, en fait, elle vient instituer que c'est la fin de l'état de droit et du politique. C'est-à-dire, c'est une reprise en main militaire de tout. Donc, il y a une répression à l'endroit des civils dans les zones occupées de Donetsk, de Luhansk, provisoirement occupées de Kherson. Donc, ça signe vraiment le feu vert à une accélération de la répression qui était déjà extrêmement dure pour les civils. Donc ça vient dire ça. Ça vient casser aussi comment dire, ça sert aussi à communiquer en interne à Vladimir Poutine pour expliquer qu'il va devoir protéger des civils, vu qu'il y a une loi martiale. Donc
pudiquement appelées évacuations. En réalité, ce sont des déplacements forcés, pour ne pas dire des déportations. On déporte en ce moment des populations entières des zones occupées vers la Russie. Ça dure depuis un petit moment. C'était pas exactement une actu. J'attire l'attention aussi en matière de crimes contre l'humanité et j'endosse ce mot d'actes génocidaires. Il y a aussi des milliers d'enfants qui, depuis des mois, sont déportés d'Ukraine vers la Russie. Et selon la Convention de 48, en matière de répression et de prévention des génocides, c'est un acte génocidaire. Donc c'est ça aussi qui se passe sur ces territoires. C'est une manière aussi, et j'ajouterais juste quelques petites infos pour comprendre aussi le jeu de communication sordide du Kremlin en ce moment. Il y a aussi dans les renseignements ukrainiens reçoivent d'une façon très 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 élaborée, on va dire, via des messageries un peu fléchées, mais il y a des centaines de milliers d'appels. Non, pardon, pas des centaines. Autour de 100 000 appels qui sont reçus par les services de renseignement ukrainiens et qui viennent de ces territoires occupés. Et c'est-à-dire des gens qui prennent tous les risques de la terre. Parce que quand on parle de répression, ça veut dire torture, ça veut dire être enlevé, ça veut dire des menaces, ça veut dire être assassiné. Donc c'est énormément de gens qui prennent des risques pour pouvoir donner aux renseignements ukrainiens dans ces territoires des positions ennemies, là où il y a éventuellement des équipements militaires. Et c'est ça aussi, dans ces histoires d'évacuation et de loi martiale, que veut casser Poutine. Parce qu'en réalité, tout ça est une réponse à son échec militaire. Et sa stratégie, comme d'habitude, échec militaire et s'en prendre aux civils par la terreur. Alors, il y a en même temps l'implication de l'Iran en Ukraine, en même temps que les manifestations se poursuivent dans le pays. Cette implication force les Israéliens à prendre position un peu plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Je me tourne vers Michel Taubman qui connaît tout ça très bien et il a fait des livres sur l'Iran. L'Iran est incontestablement de plus en plus présente en Ukraine, même s'ils ne le disent pas explicitement. L'Iran, aujourd'hui, intervient directement dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, c'est un élément nouveau. Hein. On peut dire que l'Iran est de fait belligérant, je dirais presque au même titre que les pays européens, mais plus, puisqu'il y a non seulement des drones qui servent à bombarder, attaquer les populations civiles ukrainiennes, mais il y a aussi des gardiens de la révolution, des formateurs iraniens, des soldats donc iraniens qui sont présents sur place, qui sont belligérants engagés dans le conflit. Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est quelle faiblesse de la part de la Russie, de la part de cette grande puissance, d'avoir besoin aujourd'hui d'appeler à l'aide un petit pays comme l'Iran, par rapport à la Russie. Mais d'autre part... Et d'utiliser son armement. Les Iraniens portent secours à la Russie. Donc il y a une alliance qui est aujourd'hui scellée militairement, et pas seulement une alliance politique, diplomatique, etc. Les conséquences, d'une part, sur la question du nucléaire iranien, il n'y a plus de discussion sur le nucléaire iranien. On n'en parle plus. On n'en parle plus, mais le programme nucléaire avance. Mais les choses avancent. On n'en parle plus. Pourquoi ? Parce que les conditions qui avaient prévalu à cet accord nucléaire de 2015 étaient quand même un consensus entre les grandes puissances. Les 5 grandes puissances, donc y compris la Russie et la Chine, présentes au Conseil de sécurité de l'ONU, étaient d'accord pour empêcher l'Iran d'avoir accès au nucléaire militaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de consensus sur rien entre la Russie et les États-Unis, et je ne parle pas de la Chine qui est plus en retrait. Et puis la troisième conséquence, c'est sur Israël. C'est une situation qui change tout pour Israël. D'une part, on n'a jamais été aussi près de la guerre, car il faut dire les choses clairement, Israël ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme atomique. Et donc Israël interviendra militairement. En tout cas, Israël a la volonté d'intervenir militairement. Mais la question qui va se poser aujourd'hui, c'est le rôle de la Russie dans le conflit entre l'Iran et Israël. Et la Russie aujourd'hui, on le sait, détient la clé du ciel syrien. Et une forme d'alliance, il y avait une forme d'alliance militaire entre Israël et la Russie qui faisait que la Russie laissait les Israéliens intervenir
avoir accès à l'espace aérien syrien pour intervenir contre les ennemis d'Israël, le Hezbollah, les gardiens de la révolution, les Syriens. Depuis un mois, il n'y a plus d'opération de ce type-là. Donc Israël est aujourd'hui dans une situation terrible. Les Ukrainiens demandent, et je crois à juste titre, aux Israéliens, dont le Premier ministre Lapid, parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, mais Lapid en tout cas est clairement du côté des démocraties et du côté de l'Occident et du côté du peuple ukrainien, mais ça ne fait pas l'unanimité en Israël. Et puis, le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui peut-être, sur le fond, pense comme Lapid, mais il est ministre de la Défense et il voit les conséquences qu'une aide militaire que pourrait apporter, aide défensive que pourraient apporter les Israéliens pour permettre aux Ukrainiens d'utiliser un bouclier antimissile pour se défendre contre les drones et contre les attaques de missiles iraniennes et russes. Mais ça serait, de fait, rompre avec la Russie. Et là, on est sur le fil du rasoir. Hein, et c'est vrai que Israël sait très bien que on est dans une logique d'escalade, de rupture avec la Russie, et que ça aura des conséquences au Moyen-Orient même. C'est-à-dire qu'un deuxième front peut s'ouvrir au Moyen-Orient. On a 3 fronts possibles aujourd'hui. Il y a l'Ukraine, front réel. Il y a un front Taïwan. qui s'ouvrira si Israël intervient. Si Israël intervient. Notamment dans le dossier du nucléaire. Oui, mais justement, on ne voit pas. Là, les chefs du Hamas sont allés en Syrie aujourd'hui. Il y a un axe qui est en train de se créer. Le Hezbollah, le Hamas, les Syriens, l'Iran, et derrière la Russie, qui jouait une sorte de rôle d'arbitre entre Israël. D'arbitre pervers. Voilà. Mais la Russie, aujourd'hui, ne sera pas arbitre. Et donc, il y a une situation extrêmement inquiétante pour Israël. Aline. Oui, Israël est face à une situation extrêmement compliquée, mais ce qui se joue aussi pour Israël quand même sur le long terme, c'est aussi se ranger ou non du côté des démocraties, parce qu'il y a quand même une unité absolue, une unité mondiale de l'Occident, une unité occidentale, européenne, américaine, etc. Et se positionner à côté sur le long terme, ce n'est pas faire, peut-être pas faire le meilleur choix de stratégie et de sécurité, au passage, parce que ça peut laisser des traces aussi. De toute façon, alors il y avait des signes de toute façon de l'engagement iranien. Il y avait déjà des déplacements de délégations qui avaient été identifiés cet été à certains endroits de zones provisoirement occupées. Et donc l'Iran, malgré ces délégations, se place du côté de la Russie, la aide à massacrer des civils. Parce que ce qu'il reste plus qu'à Poutine, c'est ce que je disais tout à l'heure, la terreur et massacrer le plus de civils possible pour ne pas avoir à rendre compte de ses échecs en termes de tactique militaire à la loyale ou conventionnelle. Donc c'est pour Israël aussi rester neutre et rester en dehors du coup sur une question comme ça, y compris, mais parce que voilà. L'histoire le dira, l'histoire est en train de s'écrire. Maintenant, c'est aussi plusieurs nations qui l'ont reconnu. Ce sont quand même des sujets qui commencent à émerger très sérieusement. La question d'actes génocidaires qui sont posés sur le sol européen par ces forces-là. Il y a une question éminemment symbolique pour Israël de ne pas aider. Et ce qui est vécu évidemment violemment, et c'est aussi légitime par Volodymyr Zelensky quand il appelle à l'aide sur la question des systèmes de défense aérienne, etc. C'est tout ça qui se joue. C'est un enfer, c'est tragique. Mais sur le long terme, je pense qu'Israël devrait envoyer peut-être plusieurs signaux à ses alliés. Parce que c'est certainement pas la Russie qui l'aidera si jamais il y a un problème au regard de ce que vous venez de décrire. C'est vrai que les liens entre Israël et l'Europe et les États-Unis se sont distendus ces dernières années, pour des raisons différentes. Avec Trump, il y avait une volonté de la part de Trump de s'éloigner d'Israël et de laisser finalement Israël devenir le gendarme du Moyen-Orient à travers les accords d'Abraham. Avec Lapid et depuis la guerre en Ukraine, on voit vraiment que progressivement, Lapid cherche à se rapprocher, à revenir dans cette alliance occidentale dont Israël est issu. Car si Israël rompt avec l'Occident, que deviendra Israël ? D'autant plus
que l'alternative sur le plan de l'alliance avec les pays arabes est quand même très fragile. Regardez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de prendre ses distances avec les États-Unis. Et l'Arabie Saoudite et d'autres pays, y compris les Émirats Arabes Unis, jouent un jeu pervers, un jeu de multicartes, de multi-alliances. D'ailleurs, c'est un peu ce qui caractérise le Moyen-Orient, et c'est le thème de mon article dans le numéro de politique internationale qui vient de sortir. C'est justement qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de bloc, et que chacun y va en fonction de ses intérêts. Mais là, si demain, il y a un affrontement, si Israël est encerclé d'un côté par le Hezbollah, les Syriens, les Iraniens de l'autre côté par le Hamas, eh bien, il faudra choisir. Et les Israéliens auront besoin de l'aide de l'Occident. Sauf qu'ils n'y croient pas trop. Les Israéliens ne croient pas trop au soutien des Européens, ni même au soutien des Américains. Donc, on est dans une situation extrêmement complexe, mais c'est vrai que c'est aussi un des enjeux d'ailleurs de l'élection. De la campagne électorale, c'est ce que vous expliquez très bien. Ce qui se passe en ce moment, vous expliquez très bien dans votre article. Oui, et ce qui se passe en ce moment, quand même, d'un point de vue géopolitique, c'est quand même une cristallisation, et il faut choisir son camp, parce qu'en fait, c'est là, il faut choisir son camp. Donc, il y a des camps qui sont clairement définis. Il y a les démocraties versus l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Syrie. Il y a quand même un distinguo. Et il faut se positionner. Et évidemment, pour Israël, c'est particulièrement compliqué. C'est très compliqué. Évidemment. D'autant plus, non mais on est bien d'accord, et je pense que là-dessus, Lapid défend une position qui est claire. Il était à Berlin il y a quelques semaines, et il a dit au chancelier Scholz, il était accompagné de rescapés des camps de la mort, et il a dit la liberté doit être défendue par les armes, elle doit être défendue. Vous devez vous défendre contre éventuellement, il n'a pas dit la Russie, mais contre une menace qui viendrait en Europe, et nous devons nous défendre contre l'Iran. Et il a de fait scellé une alliance symbolique et aussi militaire, les Israéliens vendent un système de défense antimissile aux Allemands. Il a fait un lien entre les deux dangers. Donc, il s'est placé dans une logique anti-totalitaire, anti-autoritaire, etc. À part ça, concrètement, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi parce que les Russes ont des otages. Ils ont la communauté juive en otage. Israël, c'est pas simplement l'État des citoyens d'Israël, c'est aussi l'État des Juifs du monde entier. Et il y a eu plus de Juifs qui se sont exilés et qui ont demandé asile à Israël depuis le début de la guerre en venant de Russie que de Juifs d'Ukraine. Les Juifs de Russie ne se sentent plus en sécurité. Et ils ont parfaitement raison. Voilà. Comme les civils ukrainiens ont également besoin cruellement de défense, de systèmes de défense anti-aérienne. Alors, il y a beaucoup d'actualités internationales, et notamment on pourrait parler de ce qui se passe en Italie, de ce qui se passe au Royaume-Uni, et de ce qui se passe entre la France et l'Allemagne. Tout ça est lié à la guerre en Ukraine, mais je pense qu'on aura l'occasion dans les prochaines semaines, aux 4 quarts, d'évoquer ces problèmes. Je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de politique intérieure. On va dire un mot de l'affaire Lola qui suscite une émotion dans le pays considérable, et évidemment aussi un peu de polémique. Michel? Un peu de polémique, je dirais. L'attitude d'Éric Zemmour est ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Je parle d'Éric Zemmour et aussi d'autres leaders de droite et d'extrême droite, mais à ce point, cette volonté aussi grossière, elle est ignoble et elle est bête. C'est-à-dire, politiquement, c'est pas malin. Qu'on fasse implicitement le lien entre l'identité de la personne, la criminelle, la meurtrière, puisqu'elle n'est pas présumée, elle a commis un crime épouvantable en tuant cet enfant de 12 ans. Qu'on fasse un lien entre le fait que on n'est pas assez dur avec les immigrés clandestins, etc. Et ce meurtre, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais qu'on le fasse de manière aussi grossière. Et qu'il emploie le mot. Il a employé le mot de francocide. Bon. D'autres, je ne sais pas si c'est lui, mais quelqu'un d'autre de son camp a parlé de crimes christianophobes, de christianophobie. Quand des tueurs, à l'Hypercacher ou à Charlie Hebdo vont tuer des gens, ils disent Allahu Akbar. C'est un crime islamiste qui est revendiqué. Là, elle n'a pas dit « abat les chrétiens », à ma connaissance, ni « abat les blancs », ni « abat les français ». Donc, il plaque une lecture idéologique qui n'est absolument pas fondée. Alors après, qu'il y a un problème, personne ne peut le nier, avec la question de la reconduite à la frontière des immigrés clandestins, etc. Ok, c'est un problème, mais là, je pense que cette récupération aussi grossière est à vomir. Elle est vraiment à vomir. Aline?
Me semble-t-il, cette pauvre petite fille n'est pas encore enterrée, donc il y ait des hommages. La famille d'ailleurs n'a pas souhaité Voilà. qu'on exploite. Donc il me semble. Mais enfin, je veux dire, l'indignation est Qu'il y ait légitime. une indignation, une émotion, et des rassemblements, oui, ça c'est normal qu'il y ait une émotion, c'est normal. Ensuite, le discours qui est politique, absolu, politicienne, sur le dos d'un cadavre, et en particulier quand il n'est pas encore enterré, est proprement indigne et scandaleux, évidemment. Surtout que, comme vous le soulignez, c'est particulièrement, enfin, c'est cousu de fil blanc, c'est extrêmement c'est très grossier. Il me semble que cette famille a besoin de soutien de la nation et qu'on sait que ça fait du bien. Et d'ailleurs, on en sait quelque chose en Ukraine parce que ce type de meurtre et de choc et d'émotion, c'est H24, 7/7. Ne l'oublions pas aussi quand on parle de ce qui se passe en Europe. Que dire de plus ? Non, c'est pas possible d'instrumentaliser ça. Et par ailleurs, de mentir, parce que cette histoire d'institut de la justice où ses représentants auraient du mal à se déclarer finalement officiellement comme étant vraiment adhérents et membres de partis politiques tout en se cachant derrière, il y a quelque chose, de grossier et je suis pas sûre que ça n'aidera personne. La ficelle est trop grosse. Oui, et ça n'aide personne. Accuser le président actuel ou ses prédécesseurs d'être complices d'un meurtre, c'est énorme. Bon, alors après, on peut discuter de la politique d'immigration. Hein. Il y aura un débat là-dessus, il faut avoir un débat là-dessus. C'est vrai qu'il y a un problème de reconduite aux frontières, ok. Mais là, je trouve que la ficelle est grossière, et quelque part, ça prouve que les gens comme Zemmour ne sont que dans l'idéologie. Je pense qu'il faut déjà laisser sa famille enterrer cette petite fille. Alors, on va dire un mot du 49.3 utilisé par le gouvernement pour cette semaine pour faire passer le budget au Parlement, et on craint une utilisation répétitive du 49.3. Est-ce que ça peut finir par une dissolution comme certains le craignent ou le souhaitent d'ailleurs, Michel? Écoutez, moi je lis pas dans le noir de café, oui, mais moi oui peut-être un jour, mais ce que je constate c'est que d'une part, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas réussi à transformer la majorité présidentielle en majorité législative. Parce qu'il y a une majorité présidentielle dans le pays. Yannick Jadot a appelé à voter au deuxième tour pour Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'il y a des partis politiques dont les leaders, les candidats battus, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et une fois que Elisabeth Borne a été mise en place, elle n'a pas été capable, disons, au moins de proposer un élargissement de cette majorité relative, puisqu'ils ont la majorité relative et qu'ils sont légitimes pour gouverner. Mais de l'autre côté, il y a quand même des oppositions qui sont dans le systématisme. Et les plus systématiques, c'est encore les Républicains, parce que les Républicains sont des gens, c'est dans l'ADN de la droite, qui mettent en cause en permanence l'absence de rigueur budgétaire, le déficit. Fillon disait déjà il y a 15 ans que la France est en faillite, etc. Et là, quand on regarde les amendements qu'ils votent à l'Assemblée, ils votent des amendements pour dépenser plus. Donc, les oppositions ont le droit de s'opposer, elles ont raison de s'opposer, parfois elles s'opposent à juste titre, mais une opposition systématique, je crois que ça ne rend pas service au pays. Et si un jour il y a dissolution, d'abord, c'est le président qui choisira le moment, et il choisira pas forcément le moment qui sera le plus défavorable à sa majorité relative. Il fera en sorte qu'elle deviendra peut-être une majorité absolue, parce que de l'autre côté, on le voit avec les motions de censure, on peut s'opposer, mais ces trois oppositions ne sont pas capables de proposer un gouvernement, une majorité, et ni de se mettre d'accord sur une motion de censure. Alors, le coup de cœur ou le coup de griffe, je commence par vous, Aline. Okeanelzy, c'est un groupe ukrainien, star, qui remplit des stades en Ukraine, enfin qui remplissait et qu'on espère très vite pourra remplir à nouveau des stades en Ukraine, qui sera en concert au Zénith le 12 novembre. C'est une pop-rock vraiment chouette. Et voilà, pour ceux qui ont l'occasion, c'est une manière aussi de découvrir l'Ukraine. Il y a toutes les choses traditionnelles
traditionnelles, les couronnes de fleurs. Mais il faut pas oublier qu'il y a une jeunesse extraordinaire qui continue de créer, qui continue de se battre. C'est aussi pour ça qu'ils se battent, pour la liberté absolue de créer. Il y a encourager les artistes ukrainiens, ça fait partie de la résistance, et y compris les jeunes artistes ukrainiens. Il y a quelque chose de l'ordre de générationnel aussi dans ce qui se joue en Europe en ce moment, et en particulier à cet endroit du monde. Et donc je recommande, pour peut-être avoir une petite porte d'entrée, d'aller découvrir ce groupe au Zénith le 12 novembre. Michel Taubman. Un coup de cœur malicieux qui va vous surprendre au début, mais vous comprendrez ensuite à la fin. Mon coup de cœur, c'est pour les courageux grévistes des raffineries pétrolières qui, au péril de leur vie, ont bloqué pendant plusieurs jours et continuent de bloquer les raffineries pétrolières, et qui s'attaquent à un des régimes les plus terribles de la planète et qui crient mort aux dictateurs, mort aux dictateurs. Rassurez-vous, je ne parle pas de la CGT ni de Macron que je traiterai de dictateur, mais je parle des grévistes des raffineries en Iran. Et ça, c'est très important, c'est très nouveau. Les grévistes de l'Institut de l'industrie pétrochimique en Iran ont pris le relais des femmes, des jeunes, des étudiants, des écoliers, et ils sont en train de bloquer le pays. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le régime. C'est eux qui avaient participé à la chute du Shah d'Iran en 78-79, en bloquant le pays. Et là, ils sont en train de s'attaquer à ce qui est le nerf de la guerre, à ce qui est la principale ressource économique de ce pays, le pétrole. Et je crois qu'il faut les soutenir, comme il faut soutenir les Ukrainiens, les Ukrainiennes, il faut soutenir les Iraniennes et les Iraniens. Et la liberté. Et à tous ceux qui disent que la démocratie est passée de mode, etc. Il y a des pays où les gens n'ont pas la chance de bénéficier de la démocratie, et où ils se battent, où ils sont prêts à mourir pour la liberté. Merci Michel Taubman, merci Aline Lebaille-Kremer, merci à Vladimir Fedorovski qui a dû partir il y a quelques minutes, mais qui m'a fait promettre de rappeler le titre de son livre, donc chose promise, chose due, Nicolas de Lénine, le roman d'une révolution, aux éditions Balance. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.